Bien, bonjour à tous. Je vous propose de démarrer cette présentation autour de finalement l'intégration des données en langage naturel. Juste avant de démarrer, on va se présenter. Bon, vas-y, je te laisse démarrer. Bonjour à tous, moi c'est Christophe, je suis consultant chez Axi depuis un peu plus d'un an maintenant et je travaille sur des sujets autour de la Modern Data Stack, donc ça concerne notamment Snowflake, DBT et d'autres outils de ça. Donc, moi, c'est Pierre-Éric Le Sage. Je suis chez Axie maintenant depuis une douzaine d'années et j'interviens sur du pilotage de projets data, ou à la fois sur des sujets d'intégration de données, de restitution. Et puis, j'ai une casquette aussi sur plutôt un rôle de référent autour de la gouvernance de la donnée et puis finalement des actions et de l'organisation à modifier pour intégrer cette dimension-là pleinement dans les projets data. Finalement, cette présentation, on l'a fait parce que finalement, on a eu à traiter d'un cas d'usage euh, comme ça chez un de nos clients. Et donc, on veut vous partager ce retour d'expérience parce que ça a été, en tout cas, une pleine réussite. Et donc, on voulait faire un petit retour d'expérience sur ça. Juste avant de, Juste avant de poursuivre le client, eh ben, c'est GetLink. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe GetLink. Alors, GetLink est moins connu parce que finalement, il va regrouper un certain nombre de sociétés, toutes indépendantes, hein. Juridiquement, c'est des sociétés différentes, mais la plus connue peut-être d'entre elles, c'est Eurotunnel. C'est l'exploitant du tunnel sous la Manche. Et donc, de cette société, eh ben, finalement, a vu le jour d'autres sociétés. Alors, typiquement, et brièvement, Eleclink, qui est finalement une société qui a vu le jour il y a 2 ou 3 ans. Ils ont profité finalement de l'infrastructure du tunnel sous la Manche pour passer des câbles à haute tension qui permettent de l'échange d'électricité entre les deux continents maintenant. Le CIFCO, qui est un organisme d'information, Europort pour la gestion finalement du transport de marchandises sur le réseau ferré français. Eurotunnel, vous connaissez le transport de voyageurs, et puis finalement des Eurostars entre Londres et Paris, enfin finalement toute l'Europe. Et puis la dernière société qui a vu le jour il y a maintenant un peu plus d'un an, c'est Getlink Custom Service. Finalement, dans le cadre du Brexit, euh, le groupe a acquis une expérience considérable sur la gestion des formalités douanières, que ce soit à la fois pour l'échange de marchandises, mais aussi pour du transport de personnes, qui fait qu'aujourd'hui, ben, vous êtes pas sans savoir que pour aller en Angleterre maintenant, il vous faut un certain nombre de papiers réglementaires, autres que le visa, etc. Et donc, dans ce cadre-là, il y a finalement Getlink, le groupe en tout cas, s'est positionné comme société qui, fort de cette expérience-là, pouvait aider euh, toute société de transport de marchandises à engager les démarches nécessaires auprès des instances, auprès des États, par exemple, pour avoir tout ce qu'il fallait pour faire du déploiement, enfin voilà, du transport de marchandises. Finalement, sans trop rentrer dans le détail, parce que c'est pas ça qui est intéressant dans le cadre de cette présentation, il y a un élément clé, c'est que Getlink, vous l'avez compris, c'est un groupe avec 5 sociétés. Elles sont juridiquement toutes indépendantes, d'accord? Et donc, enfin, finalement, par de ça, il y a des architectures de données. Et donc, à un moment donné, il y a un besoin aussi de faire converger toutes ces données, groupes, vers un socle commun. Et dans ce cadre-là, nous, on est intervenu dans la mise en œuvre de toute l'architecture data pour l'intégralité du groupe. Alors, au début, on était très porté Eurotunnel, mais finalement, on s'est élargi pour couvrir l'ensemble du groupe Getlink, qui fait qu'aujourd'hui, bah voilà, on a une donnée centralisée qui est à la fois gouvernée et sécurisée, justement pour garder finalement l'indépendance aussi de ces sociétés, mais pouvoir aussi avoir un reporting au plus haut niveau de de la direction et avoir un reporting. Quelques éléments de contexte. Finalement, Getlink, effectivement, ils ont une culture data qui est vieille depuis plus de 15 ans maintenant, très portée autour, enfin, il y a 15 ans sur les solutions clics autour de la restitution. Et puis, depuis 15 ans, ben, vous imaginez le, 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 le boulot qui a pu être fait. Juste une métrique comme ça, l'équipe data aujourd'hui de Getlink, c'est 20 personnes qui quotidiennement vont travailler sur les solutions data pour monter à la fois des projets de BI classiques, si je puis dire, comme de l'agrégation de données, de l'intégration, et puis dernièrement
sur aussi toutes les initiatives IA que peut porter chacune des directions métiers. Deux solutions de restitution, effectivement. On a aujourd'hui un Power BI qui s'est implanté parce que des utilisateurs finance avaient choisi de pouvoir utiliser cette solution-là. Et puis, un historique sur les solutions ClickView, ClickSense. Et donc, voilà, aujourd'hui, le groupe fait le choix de conserver encore ces deux solutions de restitution. Peut-être qu'à terme, on convergera vers une unique solution, mais l'avenir nous le dira. Finalement, c'est des rapports, et plus d'une centaine de rapports qui sont mis à jour quotidiennement pour piloter l'activité, que ça soit à la fois à l'échelle du groupe comme à l'échelle de toutes les sociétés faisant partie intégrante de ce groupe. Vous doutez bien que dans ce cadre-là, en tout cas sur le transport de marchandises ou le transport de personnes, finalement sur le détroit de la Manche, la concurrence est folle. Elle est même impressionnante. Je ne ferai pas de politique, mais si vous regardez un peu l'actualité, il y a une vraie, en tout cas, guerre économique sur les ferries et tout ça. Bref, là n'est pas le sujet. En tout cas, pourquoi on mettait ce point en avant, c'est que finalement, Eurotunnel, Getlink doit continuellement se réinventer pour offrir aux personnes qui emprunteraient leurs services, que ce soit des transporteurs routiers ou des touristes comme vous et moi, qui souhaitons aller visiter l'Angleterre, d'apporter toujours une performance opérationnelle. Et cette performance opérationnelle ne peut passer que si on se réinvente, en tout cas, y mettre un poids important dans la quête d'éléments data, en tout cas de sujets autour de ça pour tenter d'arriver à une performance opérationnelle à la pointe de tout ça. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Morad El Fassi. Morad El Fassi, c'est le Head of Data du groupe. Il intervient régulièrement pour partager finalement son expérience dans le déploiement de cette stratégie data. En tout cas, juste pour vous dire que finalement, l'IA chez Getlink, elle est pas vieille depuis 15 ans, évidemment, mais en tout cas, elle date pas d'hier. D'accord? Nous, on est arrivé effectivement, et c'est un premier projet qu'on a fait avec eux et qui est en production aujourd'hui, depuis, je dirais, 6 mois maintenant. Néanmoins, l'IA, elle fait partie intégrante du groupe parce que il y a aussi une dimension très tournée autour de la maintenance, forcément du matériel roulant, de l'infrastructure. Et finalement, très tôt, ils ont eu à se poser la question de pouvoir créer des jumeaux numériques clairement du tunnel pour rejouer des situations opérationnelles, toujours dans l'idée de pouvoir avoir des process qui soient finalement, les plus performants possibles pour toujours être à la pointe de cette compétitivité. Donc voilà, aujourd'hui, ce groupe Getlink, là, finalement, a une dimension, en tout cas, il y a un socle IA, il y a une dimension IA qui est hyper importante dans ce groupe-là. Elle ne date pas d'hier. Néanmoins, nous, aujourd'hui, on a travaillé avec eux dans finalement la possibilité d'interroger les données en langage naturel. Si on rentre un peu plus concrètement dans le sujet, juste pour vous partager un tout petit peu l'architecture qu'on a mise en place chez eux, finalement, sur votre côté gauche, finalement, on a des sources de données les plus hétérogènes possibles. On a de la base de données traditionnelle, comme on a des capteurs IoT sur les trains. Et puis, on a aussi des systèmes qui vont faire du transfert de données par API. Tout ça, on intègre à des fréquences variables. Aujourd'hui, on fait du temps réel, si je peux dire ça. Il y a temps réel et temps réel, mais en tout cas, aujourd'hui, on s'est intégré de la donnée toutes les minutes sur les capteurs qui descendent de ces trains. Tout ça, ça rentre dans un blob storage Azure. Au centre, on a une plateforme Snowflake, d'accord, avec une organisation en médaillon. Je passe brièvement, mais s'il y a besoin de revoir ces points-là, on est à votre disposition sans aucun souci. Et puis finalement, de cette plateforme Snowflake, on alimente des reporting, tableau de bord sous les deux solutions Power BI et Click. On fait aussi de l'échange de données avec des fournisseurs, qu'ils soient ou non sur Snowflake, mais en tout cas, il y a aussi de l'API qui permet de propager de la donnée à l'extérieur, y compris à l'extérieur du groupe, d'accord? Et puis aussi, on a finalement des usages autour de l'analytique, du partage d'informations, et ça peut aussi être au travers d'outils bureautiques tels que Outlook, Teams, pour tout de suite déclencher les alertes au bon moment, en tout cas, et directement aux bonnes personnes. Voilà, concernant l'architecture globale du groupe,
Merci Pierrick. Effectivement, le cas d'usage qu'on souhaitait partager avec vous au niveau IA aujourd'hui, c'était le déploiement d'un agent conversationnel au sein de Snowflake. Donc, si on regarde un peu les composants clés pour mettre en place ce cas d'usage, eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve? Déjà, bien évidemment, les données stockées dans Snowflake. Donc, Snowflake, plateforme de data qui nous permet aujourd'hui de couvrir de plus en plus d'aspects sur l'architecture data. Comme l'a dit Pierrick, ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'il y a une démarche data chez Getlink. Ça fait quelques années maintenant qu'ils sont mis en place Snowflake. Ouais, ça va faire 4 ans, ça fait un peu Voilà. plus de 4 ans maintenant. Donc, des données centralisées et consolidées au sein de cette plateforme qui commencent à être accessibles et utilisables pour ce type de cas d'usage. Snowflake propose un certain nombre de fonctionnalités autour de l'IA. Le tout est regroupé dans ce qu'ils appellent Snowflake Cortex. Donc, on va voir que c'est plusieurs éléments, plusieurs briques qui nous permettent de déployer ce genre de cas d'usage. Donc, on a la notion de couche sémantique, évidemment. La couche sémantique va être un des éléments centraux, voire l'élément central de ce cas d'usage. On va y revenir dans le détail. On a une plateforme qui s'appelle Snowflake Intelligence. Donc, en 2 mots, qu'est-ce que c'est Snowflake Intelligence? Eh bien, c'est la proposition de Snowflake pour mettre à disposition des utilisateurs une plateforme qui est vraiment un chat GPT-like. Avoir la possibilité de mettre à disposition des métiers une interface simple d'utilisation dans laquelle ils vont pouvoir finalement questionner leurs données à la manière via des requêtes en langage naturel. C'est vraiment le cœur du sujet. Et enfin, deux autres éléments qui semblent quand même assez centraux eux aussi. On est dans Snowflake et Snowflake, ça vient avec beaucoup de fonctionnalités. 2 d'entre elles, c'est la gouvernance des données. Évidemment, on veut s'appuyer, on l'a vu, vous l'avez entendu durant la matinée, on a besoin de gouvernance des données. Bien, il se trouve que tout est dans Snowflake et que c'est gouverné ici. Donc, c'est un bon endroit pour démarrer notre cas d'usage. Et par ailleurs, on a aussi des questions de coût. Les questions de coût, c'est toujours essentiel dans ce genre de déploiement. Et on va pouvoir disposer de toutes les fonctionnalités qui sont offertes par Snowflake sur cet aspect-là. Donc, construisons sur cette base. Quelles sont les questions qu'on veut se poser pour mettre en œuvre notre cas d'usage et au regard de l'architecture? Et on va en avoir plusieurs. Évidemment, on va commencer par l'ingestion. On cherche à identifier les sources de données qu'on souhaite utiliser. En l'occurrence, aujourd'hui, on s'est concentré sur un premier cas d'usage autour de ce qu'on appelle les work orders. Work orders sont finalement des ordres de travaux qui sont générés pour les différentes équipes en fonction des besoins sur les infrastructures, les matériels roulants. Donc, l'idée, c'est de construire sur ce premier cas. Donc, il y a bien évidemment un objectif d'identifier les données, qu'elles soient structurées ou non structurées, puisque ça peut être dans tous les cas des données sur lesquelles on va s'appuyer pour construire notre modèle. On a besoin d'avoir une image sur la qualité des données, ce qu'on a dans Snowflake. Et on veut savoir aussi effectivement si on a une fréquence de mise à jour des données qui est adaptée en fait à notre cas d'usage. Et au fur et à mesure on avance, donc on a identifié les sources. On veut savoir comment elles sont utilisées. On a besoin on cherche à implémenter un cas d'usage sur cette problématique-là. Aujourd'hui, on a déjà des applications qui sont mises en place, donc par exemple des dashboards notamment sur les work orders. Ben, on a besoin de comprendre quel est l'usage qui en est fait aujourd'hui. On a besoin de comprendre comment ils sont construits, quelles sont les informations que les utilisateurs dont les utilisateurs disposent aujourd'hui. Tout ça, ce sont des éléments d'entrée qui nous aider à construire, vous allez voir, notre modèle sémantique derrière. Et enfin, sur la restitution, bah, c'est ce que je viens de dire, c'est finalement quel est l'usage qui est fait à travers les questions auxquelles on répond avec les applications actuelles. Ça, ce sont vraiment des points d'entrée, c'est je dirais un peu le cahier des charges des spécifications qui nous aident à avancer. On va avancer sur l'implémentation plus technique maintenant. Donc, ici, vous avez un schéma qui va
reprendre globalement comment c'est structuré dans Snowflake. Donc, ça permet de voir un peu à plat la manière dont les outils sont, pardon, dont les outils sont disposés au sein de la plateforme. Donc nous, on est là, en fait, on a les users qui sont ici. Et vous allez avoir plusieurs interfaces possibles pour accéder aux fonctionnalités qu'on voit derrière. Je parlais tout à l'heure de Snowflake Intelligence, c'est l'une d'entre elles. Mais vous avez aussi ici, par exemple, la plateforme qui est donc ce qu'on appelle Snowsight, c'est vraiment l'interface qui est dédiée aux développeurs cette fois. Tout ça va s'appuyer sur un agent, donc Cortex. C'est comme ça qu'on va donner les éléments nécessaires à Snowflake Intelligence pour pouvoir finalement, si on parle d'agent conversationnel, donc on va s'appuyer sur un agent qui va lui prendre en charge notre demande qu'on aura réalisée avec des requêtes en langage naturel. Cet agent va lui-même s'appuyer sur des briques. Ici, on voit qu'on parle de semantic layer. On va voir de quoi il s'agit derrière, notamment dans Cortex Analyst. Cortex Analyst qui est la brique de base qui fait finalement cette transformation d'une requête en langage naturel en requête en SQL et qui va interroger les données. Eh bien, tout va se passer dans cette brique-là, mais vous avez aussi la capacité d'ajouter d'autres outils. On en a un autre qui est existant dans Snowflake qui s'appelle Cortex Search, et celui-ci va nous permettre d'avoir une utilisation plutôt proche du RAG, c'est-à-dire qu'on va avoir une base de données documentaires non structurées, des PDF. On va pouvoir aller chercher de l'information dedans grâce à cet outil-là. Donc, on en parle, la couche sémantique. Très brièvement, finalement, redonner une définition de ça, à nouveau, c'est de dire couche sémantique, c'est une couche intermédiaire entre le technique et le métier. On cherche à donner un langage commun, à donner une compréhension commune au métier sur nos données pour répondre notamment à un cas qui est ce qu'on entend le plus souvent dans toutes les problématiques data, peu importe les entreprises, s'accorder sur la définition de nos indicateurs, faire en sorte qu'on n'ait plus demain des équipes qui ont toutes leurs propres définitions d'indicateurs. La couche sémantique, l'objectif, c'est de répondre à ça. Aujourd'hui, c'est un sujet dont on parle, et d'ailleurs, il se trouve que l'année passée, lors de cette même présentation, on avait déjà parlé de couche sémantique. Probablement que l'année prochaine, on en parlera encore un peu. Techniquement, il y a plein de manières de voir ça. Aujourd'hui, les éditeurs proposent tous un peu leur notion sémantique. Néanmoins, même si les implémentations peuvent différer sensiblement, on va retrouver quand même des composants élémentaires qui vont être tout le temps les mêmes. Et donc, c'est ce que je vous propose de parcourir brièvement parce que c'est la manière dont on va structurer ça dans Snowflake. On va avoir des éléments de base, donc c'est les dimensions, les facts, les métriques. Tout ça, c'est des notions que vous connaissez peut-être, qui sont issues du vocabulaire finalement de la théorie de la modélisation. C'est des choses qu'on peut déjà connaître quand on fait de la BI, quand on veut structurer des modèles, par exemple dans Power BI. Eh ben, c'est voilà, mes dimensions, mes axes d'analyse, mes dimensions temporelles, la manière dont je veux finalement projeter mes données qui sont plutôt l'étape de fait, donc des données qui vont évoluer dans le temps. De tout ça, je peux constituer des métriques, donc une définition simple, mais pour autant qui est centralisée, qui est gouvernée, donc sur la manière dont je calcule mon chiffre d'affaires, par exemple, et quelques autres éléments qui vont s'intégrer au sein du modèle sémantique Snowflake. C'est par exemple les définitions, tout simplement lui fournir les liens entre les tables, de sorte à ce qu'aujourd'hui, notre modèle va pas s'appuyer sur une unique table. Ça marche pas comme ça, ce serait un peu trop simple. Le but, c'est de construire quelque chose à partir de plusieurs tables. Excusez-moi. Bien là, on va pouvoir lui indiquer les relations qu'on peut avoir entre ces tables. On va avoir un autre élément qui est absolument essentiel et qui s'appuie sur ce que j'ai dit précédemment, c'est ce qu'on appelle les verified queries, finalement les requêtes vérifiées. Donc en fait, c'est donner des exemples, donner des requêtes et un couple en fait de questions en langage naturel et de requêtes SQL que nous on aura déjà établi au préalable au modèle pour qu'il puisse s'appuyer sur ça
un peu à la manière dont on implémente des modèles de manière classique avec des jeux d'entraînement, etc. Bah là, on est un peu dans la même logique. On dit, j'ai déjà identifié des cas d'usage, j'ai déjà identifié des questions et des réponses adaptées. On doit lui en fournir un maximum. C'est ce qui va l'aider à bien comprendre le sens de ce qu'on cherche à faire. Et on est même en capacité de lui donner d'autres instructions custom. Ah oui, ok. Je vois que le temps passe. Donc, on va pouvoir le consolider à travers d'autres instructions. Donc, comment ça se manifeste très concrètement? Eh ben, comme ça. On est dans une vue, on est dans une interface graphique dans Snowflake et on a tout un menu ici où on peut définir nos éléments, nos dimensions, nos faits, des filtres qu'on peut spécifier pour donner plus d'informations. J'espère que vous voyez à peu près bien. Ce qu'il faut bien voir là-dedans, c'est que on peut tout faire via une interface graphique. Donc, c'est vraiment facilité par Snowflake. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de taper du code. On peut tout renseigner ici. On a besoin d'avoir la bonne connaissance de nos données au préalable. Ça, c'est essentiel, évidemment. Mais on va avoir vraiment une facilité d'usage ici. Si j'avance un peu, je retrouve les relations que j'ai évoquées tout à l'heure qui permettent de lier les tables entre elles. Et si j'avance encore un peu, je vais retrouver ici vous voyez que là, j'ai une liste de questions qui sont déjà posées. À l'intérieur de celle-ci, il y a les requêtes SQL qui ont été faites et qui correspondent à la bonne réponse. Et le modèle, ici, il va capitaliser sur tout ça. Il va pouvoir, en fait, s'appuyer sur ça pour construire sa logique. Donc, finalement, quand on a fait ça, on a déjà construit on a déjà construit notre couche sémantique. C'est les éléments de base qui vont permettre de questionner la couche sémantique avec des questions en langage naturel et dès lors, elle va pouvoir générer du SQL pour répondre à nos questions. Mais ça va plus loin que ça, c'est qu'aujourd'hui, Snowflake nous propose aussi une vue et une capacité à donner du feedback. Parce que faut pas s'imaginer qu'on peut créer la couche sémantique et que ce soit parfait du premier coup. On a besoin de tester, on a besoin de comprendre, on a besoin d'ajouter de la logique métier qu'on n'aurait pas forcément compris avant. Bah là, on est en capacité les utilisateurs qui posent les questions peuvent donner du feedback sur les questions pour indiquer si les réponses étaient correctes ou incorrectes. Et ils peuvent même nous mettre des commentaires de sorte à ce que nous, côté développement, on puisse s'appuyer sur ça finalement pour améliorer notre modèle, pour identifier où sont les failles et comprendre à quel niveau, dans ce que j'ai montré précédemment, est-ce que j'ai raté une dimension, est-ce que j'ai besoin d'ajouter d'autres informations supplémentaires, lui donner d'autres éléments pour qu'il puisse bien interpréter et générer le SQL correctement. On est dans Snowflake, donc tout est une base de données, tout est structuré, tout est accessible au SQL. Et ici, vous avez finalement toutes les données remises dans une table qui auront pu être générées via l'utilisation de ce cas d'usage. Donc ça nous permet à la fois de monitorer l'usage qui en a été fait. On peut générer des dashboards à partir de ça si on le souhaite. C'est un des intérêts de pouvoir construire ça au sein de notre plateforme. On a tout de suite un grand confort en fait dans l'utilisation. On va pouvoir tout retrouver des informations qui auront pu être exploitées au préalable. Donc tout ça, c'est bien, c'est la construction de notre modèle, mais à quoi ça ressemble maintenant? Je vous propose de découvrir directement dans la plateforme Snowflake Intelligence qui est ici. Bien, je vais poser mes questions. Donc là, si vous ne voyez pas bien, en fait, je me pose une question en disant « Donne-moi le nombre de work orders préventifs toujours ouverts à date ». C'est une question simple, mais malgré tout, le modèle va commencer à analyser ma question et il va me donner son raisonnement. Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on retrouve dans un certain nombre de modèles équivalents, en tout cas d'applications équivalentes. On a toujours peut-être cette fenêtre avec le raisonnement. Là, on la retrouve également. Et finalement, il me structure une réponse claire en disant « Aujourd'hui, il y a 239 work orders préventifs ouverts ». Le tout en s'appuyant, donc on voit qu'il y a du SQL qui a été généré. Tout ça, ça s'appuie sur ce qu'on a construit avant. Donc, quels ont été... qu'est-ce qu'il faut
ce qu'il faut voir, quels sont les défis qu'on rencontre lors de ce genre d'implémentation, dans ce cas d'usage. Il y en a plusieurs à différents niveaux. Le premier, je dirais, c'est l'adoption des utilisateurs. Ce qu'on veut, c'est leur faire gagner du temps, c'est leur faciliter la vie sur des tâches qui peuvent être chronophages, sur des analyses. Mais on a besoin qu'ils utilisent les outils correctement et surtout que ça soit fiable. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui vont nous aider à faire en sorte que les utilisateurs ils adoptent correctement l'outil. Malgré tout, on ne veut pas qu'ils fassent n'importe quoi avec, parce on peut avoir des utilisateurs qui vont chercher à mettre en défaut les modèles. Ça se voit aussi régulièrement. Donc, on a besoin de bien cadrer cette utilisation, mais heureusement, on a tout ce qu'il faut dans Snowflake pour le faire, comme on l'a vu. La préparation des données, c'est évidemment le pilier de la mise en place de ce cas d'usage, parce qu'on a besoin de bien identifier nos données, on a besoin parfois de retravailler tout ça, on a besoin de se mettre au langage finalement qui est nécessaire dans Snowflake. On a choisi cette implémentation. Ça nécessite notamment d'avoir des requêtes SQL pour alimenter le modèle. Bien, parfois, sur nos cas d'usage, on n'a pas les requêtes SQL correspondantes pour diverses raisons. Donc, ça nécessite du développement. Et enfin, on a besoin que ça soit fiable et que ça soit cadré. En fait, cette fois, côté du modèle, on préfère finalement couvrir peut-être un scope un peu moins large, mais rester sur quelque chose de pertinent. On ne veut pas que l'IA commence à nous générer des choses délirantes. Donc tout ça, c'est un peu le constat qu'on fait, mais c'est aussi à la fois demain, en fait, les réflexions qu'il faut bien avoir en tête lorsqu'on cherche à implémenter ce cas d'usage, que ça soit finalement sur un aspect métier ou un autre. En fait, pour se projeter un peu sur la suite, donc, encore une fois, être vigilant sur la partie qualité et gouvernance. On le répétera jamais assez, mais c'est vraiment ce qui est le plus nécessaire, ce qui est vraiment le prérequis absolu pour pouvoir avancer sur ce type de solution. Par ailleurs, vous l'avez vu brièvement, mais vous l'avez vu, l'interface proposée par Snowflake, c'est quelque chose de simple, quelque chose d'accessible par le métier. On a envie de construire plus autour de ça. Aujourd'hui, on était sur un premier cas d'usage, c'est-à-dire que tout à l'heure, quand je vous ai mis le schéma de Snowflake, on avait une petite brique ici, Cortex Analyst. On a construit ça, on l'a consolidé avec les équipes métiers. Ce qu'on veut maintenant, c'est construire d'autres briques sur d'autres cas d'usage, sur d'autres types de données. Tout ça qui est exploité par un agent qui nous donne accès à toute cette intelligence dans cette plateforme-là. Et donc, ce qui fait que demain, le métier peut mettre encore, peut accéder à de nouveaux, de nouveaux cas d'utilisation et aller encore plus loin, en fait, dans l'utilisation de l'IA pour se faciliter la vie. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'on a couvert un cas d'usage, on peut en couvrir peut-être 10 demain. C'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à exploiter cette interface pour aller plus loin que simplement, par exemple, gagner du temps en disant « je veux que tu me donnes les KPI qui sont normalement dans 10 dashboards différents ». Là, en un prompt, je vais les avoir tous au même endroit. Mais ça peut aller aussi plus loin que ça. Ça peut aller aussi dans le sens où j'ai besoin de faire des analyses. Parfois, j'ai besoin de comprendre pourquoi ce KPI-là, il est comme ça aujourd'hui et qui n'était pas comme ça hier. C'est là où on va un peu plus loin, c'est là où on demande à l'IA de générer des choses, d'avoir sa propre réflexion et de nous aider à gagner du temps dans des analyses qu'on fait manuellement à la base. Et enfin, faut savoir que dans Snowflake, on a aujourd'hui des fonctionnalités qui permettent d'intégrer, de s'intégrer dans Teams, notamment. Et donc, c'est aussi une des cibles à terme, c'est de pouvoir proposer, même au-delà d'une plateforme type ChatGPT, de pouvoir proposer à nos utilisateurs de poser leurs questions et d'interagir avec tous ces éléments directement au sein de leur outil de messagerie. Donc là, c'est Teams en l'occurrence. Ce qui va encore faciliter finalement l'accès à ces outils-là. J'ajouterais juste une dernière chose. L'interface que vous présentez tout à l'heure, Christophe, de Snowflake Intelligence, finalement, c'était l'interface Snowflake.
Mais finalement, on se rend compte aujourd'hui que la confiance utilisateur, elle se gagne parfois en disant juste on a un outil qui est personnalisé, qui est propre à l'entreprise dans laquelle on est. Et finalement, aujourd'hui, Snowflake nous offre la possibilité de pouvoir personnaliser, paramétrer entièrement cette page Snowflake Intelligence avec le logo d'entreprise, la mettre aux couleurs de la charte graphique. Et ça, finalement, ça peut paraître complètement anodin, mais finalement, pour un utilisateur qui demain accède à cette interface, à ce chat GPT, bah, finalement, il est pas sur une URL lambda commune à toute personne, y compris dehors de groupe, mais il se retrouve bien finalement dans l'identité visuelle du groupe, de son entreprise. Et ça peut, c'est pas grand-chose, mais on se rend compte qu'on peut aussi gagner parfois une confiance utilisateur via ce biais-là, finalement. Je pense qu'on est un peu juste sur le timing. En tout cas, j'espère que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair sur ce genre de cas d'usage et sur la manière dont on le fait dans Snowflake. Si vous avez des questions, que ce soit là ou tout à l'heure, en tout cas, on est bien sûr à disposition pour répondre à vos questions. Merci à vous. Merci beaucoup.